Bonjour. Ça c'est un Vultec sur Porsche. Pierre voulait bouger la Jaguar. Ça va vous? Après on dit qu'on travaille pas et tout. Un joli brique. Sinon mets-toi dans le trou là. Hein. Oh dans le trou du cul, ouais. On verra le bon là. Là on te voit là. Et là on t'entend aussi, oui. Alors, aujourd'hui, un Vultec sur la marque Porsche, vous nous l'avez demandé, l'histoire est intéressante, on va vous la conter, vous allez voir qu'il y a 1 million de retournements dans cette histoire. Failli faire faillite, un nombre de fois incalculable. On va s'arrêter sur Ferdinand Porsche, en prenant des pincettes parce que sur YouTube, on verra que c'était pas forcément un chic type. Pour précision, cet épisode n'a pas pour... Il y a un mon chéri par terre. Rien à foutre. Et n'oubliez pas que cet épisode n'a pas pour but d'être exhaustif, on ne va pas passer en revue toutes les années, tous les modèles de la marque Porsche, parce que ce serait simplement trop long, et vous seriez là encore demain, ce qui nous ferait vachement plaisir pour le watch time et pour les pubs qu'on pourrait coller dessus, mais ce serait un petit peu délicat en termes de tournage et d'organisation de vos vies, puisqu'à un moment, il faut bien aller au travail. C'est incroyable comme tu vas si loin dans cette explication. Le premier degré fou. Encore tu m'as coupé, parce que Ouais, non mais je sais, c'est pour ça que j'ai préféré le faire. Hein. Monsieur Porsche n'était pas allemand. Monsieur Porsche venait de Tchéquie. Je savais pas, on en apprend toujours. Moi, je savais pas non plus, ouais. Qu'il était allemand, et il a été allemand dans sa vie, il a été autrichien aussi, Monsieur Porsche, qui vient d'une famille ni aisée ni pauvre, une famille de classe moyenne, il est prédestiné à reprendre l'affaire de son père. Sauf que, on va établir un truc tout de suite, hein, Ferdinand Porsche est très intelligent. Voyant sa créativité et son quotient intellectuel, il va vite aller dans un pays voisin, qui est un peu plus prolifique en termes d'automobile, puisqu'on est au tout début des années 1900 et l'automobile est prometteuse. Il va aller en Autriche à Vienne pour étudier. Alors, il ira jamais dans des grandes écoles, mais peu importe. Il va finir par devenir responsable d'un bureau d'études. La notion de bureau d'études, on vous en a jamais vraiment parlé. Le bureau d'études, ça existe dans plein de catégories, c'est pas que dans l'automobile. Mais pour le coup, en automobile, il faut savoir que les constructeurs ne font pas tout seuls. On a l'impression, par exemple, que si tu achètes une Jaguar XKR, la carrosserie c'est Jaguar, les sièges c'est Jaguar, le moteur c'est Jaguar, la boîte c'est Jaguar, tu te dis toutes les pièces c'est des Jaguar. C'est pas vrai. La plupart des pièces, c'est des pièces qui sont externalisées. Par exemple, toi tu as sûrement un alternateur Valeo. Ta boîte de vitesse est une boîte de vitesse ZF qui vient d'un fabricant allemand de boîtes de vitesse. Et les constructeurs automobiles ont plus un rôle d'assembleur. Et dans le même temps, les constructeurs automobiles n'ont pas toujours les connaissances sur tout. Il y a des marques qui savent pas faire du sport. On va en parler tout à l'heure, par exemple, Mercedes jusque dans les années 80 et 90, ils savaient pas faire du sport. Ils savent faire des chars d'assaut Confortable, silencieux, agréables, ils savent faire des beaux intérieurs, ils savent faire de la belle ingénierie avec des moteurs solides, mais ils savent pas faire des voitures de sport. Ça arrive, tu peux pas savoir tout faire. Et donc, souvent, les constructeurs vont faire appel à des bureaux d'études. Ça arrive, ça existe dans plein de milieux. Par exemple, les Français, tout ce qui va être électrique et conduite autonome, ils vont faire appel par exemple à Valeo, qui est un bureau d'études. Valeo, pendant un temps, si vous retrouviez des systèmes de conduite intelligente sur vos véhicules français, c'était ni Peugeot, ni Citroën, ni Renault qui les faisait. C'était Valeo qui les faisait, pour les revendre ensuite. Ferdinand Porsche intègre donc un bureau d'études au début des années 1900, donc ça existait déjà. Et surtout, un truc qui existait déjà et qui est marrant, c'est que ça existait déjà sur les voitures électriques. Alors, on a vu arriver les voitures électriques ces dernières années en se disant la révolution. La révolution! Il faut savoir que les premières voitures étaient parfois électriques. Et il y a même eu d'ailleurs le premier record de vitesse fait dans une voiture, sur une voiture électrique. C'est français. Alors, on se calme, ça n'avait rien à voir avec la technologie qu'on a aujourd'hui, on était sur des batteries au plomb, c'est-à-dire la même technologie que les batteries que vous avez sous le capot. Et il y avait un peu plus d'une batterie. Genre, il y avait des tonnes de batteries pour aller à 20 bornes. Mais bon, Oh! c'est pété. Mais, à l'époque, on part du principe que tout peut se réaliser. Croire en nos rêves. Tout peut se faire. Believe. Et comme à l'époque, il n'y a pas de technologie maîtresse ou de technologie vraiment supérieure aux autres, on part du principe qu'il n'est pas forcément déconnant de tester d'autres modèles, notamment de l'électrique. Ferdinand Porsche est très bon dans l'élaboration des moteurs électriques et arrivera à progresser là-dedans, jusqu'à faire des moteurs électriques vraiment performants, peut-être même dans les plus performants de ce qui existait sur le marché. Et surtout, les moteurs thermiques, c'était bien, mais ça avait plein de défauts. Ferdinand Porsche a été dans les premiers, dans l'entreprise où il travaillait alors, à se dire ça serait marrant de mettre un moteur électrique et un moteur thermique dans une même voiture, ce qui est la définition d'une voiture hybride, et Ferdinand Porsche sera le responsable du développement de la première voiture hybride du monde. Elle pouvait faire 50 km grand maximum par beau temps. C'est pas mal parce qu'en vrai, un XC90 actuel fait pas mieux. Et dans la limite de 15 km/h. Et Oui. le XC90 faisait vachement mieux. Là par contre, oui. Encore une fois, début 1900, calmez-vous s'il vous plaît. Et surtout, au début des années 1900, Ferdinand Porsche va commencer à se faire remarquer par son QI, par sa capacité à développer des techniques, et va se faire embaucher dans une entreprise dont on vous a déjà parlé dans un autre Vultec, l'entreprise Daimler. Oui, Daimler, le même dont on vous a parlé dans le Vultec Mercedes. Ferdinand Porsche aura une place prépondérante dans l'entreprise Daimler, à tel point qu'il en deviendra le PDG en 1923. Suis-je en train de vous dire que le début de Mercedes a commencé avec Ferdinand Porsche? Oui.
Mais on verra qu'il n'y a pas que cette marque-là. C'est ça qui est incroyable dans l'histoire de Ferdinand Porsche. Il a plus ou moins participé activement à la création de 3 marques qui existent encore de nos jours, ce qui est quand même phénoménal. Ferdinand Porsche travaillera activement sur le rassemblement de Daimler, Mercedes et Benz pour créer Mercedes-Benz, c'est-à-dire que l'un des pères fondateurs de Mercedes-Benz, c'est Ferdinand Porsche. C'est incroyable, hein? Il va aussi créer Volkswagen, mais j'y arrive juste après, vous inquiétez pas. Ferdinand Porsche deviendra donc l'un des principaux dirigeants de l'entreprise Daimler-Benz, Mercedes-Benz si vous voulez, selon les noms. Et Ferdinand Porsche sera vraiment responsable du bureau d'études. C'est-à-dire que même s'il avait à l'époque pas de doctorat, même si à l'époque il n'était pas reconnu en tant que tel, il a tellement fait ses preuves dans ses expériences passées. Et pardon de le dire, mais le mec est tellement intelligent que il a été responsable du développement et responsable de la technique là-bas. Et il y restera jusqu'en 1928 où il finit par se prendre la tête avec les gens. Voilà. Alors ça aussi, on le verra. De tout ce que j'ai pu lire, apparemment, Ferdinand Porsche pouvait être, quand il voulait, une vraie tête de con. Pierre est en train de mettre ses patins à glace parce qu'il va y avoir du verglas juste après. On va arriver à un moment dans l'histoire où ça va être verglacé par terre. Après, Enzo Ferrari, c'était pas le plus gentil non plus. Non mais en fait c'est ce que j'allais dire, c'est que tous les dirigeants de ce genre de truc, quand t'arrives à ces niveaux-là, t'es rarement un mec 100% cool, gentil et chouette. Oui, maintenant que tu le dis, c'est con. Il est tellement tête de con qu'il se prend la tête avec Daimler. Alors que je vous rappelle qu'à l'époque, Mercedes-Benz, le groupe nouvellement créé, ça pèse, hein. C'est-à-dire il a un beau poste, hein. Il se prendra la tête et il ira chez une marque dont on vous a parlé aussi. Et ça c'est chouette, chez Sterpour. Finalement, Sterpuche. Entreprise dont on a parlé dans la Panda 4x4 et aussi dans le Gebrabus, puisque c'est une entreprise qui a été spécialisée dans la fabrication de... Comment dire? C'est un peu sombre quand on connaît pas, parce qu'ils sont pas fabricants de véhicules, mais ils fabriquent des véhicules. En tout cas, Sterpour est une entreprise qui va fabriquer beaucoup de systèmes de transmission. Ils sont aussi très compétents sur les assemblages de véhicules et ils vont travailler avec beaucoup de marques, on l'a vu dans la Fiat Panda 4x4 et ils travaillent encore avec Mercedes. Ils ont beaucoup travaillé avec Volkswagen, beaucoup avec Audi et Monsieur Benz finira par se pointer chez Sterpour et il y restera vraiment pas longtemps parce qu'il va aller faire son truc dans son coin et surtout il les années 30 que Ferdinand Porsche va créer son bureau d'études. Le truc qui le faisait kiffer lui, c'était faire ses bureaux d'études, ses techniques, inventer des trucs parce que c'était plus ou moins un inventeur, créer ces choses dans son coin qu'il aime bien faire et révolutionner les trucs quand il peut. Parce qu'il y a un peu de ça aussi, le mec, il arrive, il pète le game, il se barre en fait. Mais bon, enfin, fatigue ces gens intelligents là. Ils mettent des complexes aux autres. Mais moi je sais que je mets beaucoup de complexes aux autres au vu de la taille de mon... T'es complexé tout seul, Pierre, Oui, on sait très bien que t'as ça. Et que tu masques tout ça. Allez, viens là. Même si t'as un micro-pénis, on t'aime bien. Viens. C'est pas grave. Ici pour rien. Il te reste tes 10 doigts. Et l'argent, n'oublie pas. Oh putain, il te reste l'argent. Rien à foutre. Allez, c'est bon, t'arrêtes. C'est pas grave. Un max de thunes. Mais non, c'est même pas vrai. C'est même pas vrai. Mais c'est pas grave, un jour, si tu vends ça, je peux t'acheter une super caravane après. J'ai cru que tu peux t'acheter une super bite. J'ai dit, ah bah ego. Mais maintenant, il faut... Mais on part vraiment dans un débat, ça va, j'ai pas une petite caquette, je vous emmerde. Ferdinand Porsche fera donc son bureau d'études où il va travailler sur ces trucs qu'il aime bien, tout ça. Bon, on arrive dans les années 30 et là on arrive surtout dans le terrain glissant. Donc là ça va être du patin à glace. Ça glisse par terre. Ouais. Wow. Vous savez que sur Villebrequin on aime bien la rigolade. On va rentrer dans une partie de l'histoire de Ferdinand Porsche qui est plus sombre. Il y aura un peu moins de rigolade. Et compte tenu du fait que YouTube n'aime pas trop qu'on parle de certains éléments historiques, je vais essayer de vous arrondir un peu tout ça pour que ça passe. Ferdinand Porsche était un gros naze. Fin. On se retrouve donc au début des années 30, et le petit monsieur moustachu colérique, Charlie Chaplin lui-même, veut créer une voiture pour le peuple. Et l'idée de s'adresser au peuple, c'est de faire une voiture que le peuple peut acheter. Dans les années 30, la voiture reste quand même un produit rare, un produit d'exception, un produit pour riches, entre guillemets. L'idée étant que si l'Allemagne est amenée à se développer, par exemple avec des autobahns illimitées, ça pourrait être chouette qu'il y ait des voitures sur ces autobahns, accessoirement. En 34, donc, Charlie Chaplin va faire un appel d'offres à différents constructeurs allemands pour créer la voiture du peuple. Ferdinand Porsche va arriver avec un prototype plutôt au point quand même, faut le dire. Et Ferdinand Porsche a aussi une carte dans sa poche, c'est que dans sa famille, il a des gens assez proches du parti politique en place, et de Charlie Chaplin. Donc ça aide à faire passer ton prototype. Je vous le resitue rapidement, le prototype dont on parle, c'est le prototype de la future Volkswagen Coccinelle. La Coccinelle, qui à la base s'appelait la KDF Wagen, puis sera renommée la Volkswagen. Wagen c'est voiture, Volk c'est peuple, la voiture du peuple, Volkswagen, c'est facile. Et qui à terme sera renommée Coccinelle affectueusement après la guerre, justement pour enlever cette image. Coccinelle, c'est mignon Coccinelle. Ah, chouette. Oui, Coccinelle. KDF Wagon. En 34, Ferdinand Porsche répondra à cet appel d'offres et proposera ceci. Ça, c'est la Porsche Type 12. Vous l'avez bien en tête. Et là, vous avez la Tatra V570. Est-ce qu'il n'y a pas un petit foutage de gueule dans l'air? Je vous rappelle que Ferdinand Porsche est tchèque. Je vous rappelle que Tatra est une marque tchèque. Ferdinand Porsche, quand il va en République tchèque, Tchécoslovaquie à l'époque, ça s'appelait comme ça, il voit ce prototype chez Tatra. Tatra, qui est une marque tchèque, qui avait une tendance à beaucoup innover et à faire les trucs pas comme tout le monde, propose ce petit concept, cette V570. Toute l'ingéniosité de ce concept réside dans le moteur à l'arrière. L'idée, comme on vous l'avait expliqué plusieurs fois, avant les voitures
voiture, tu fais un moteur à l'avant, une transmission et c'est les roues arrière qui poussent. Ça a des avantages, ça a des inconvénients, et notamment quand t'es en toute petite voiture, ça a l'inconvénient de prendre une place folle, parce qu'il faut caler un moteur, un arbre de transmission et une boîte dans la même voiture qui est toute petite, c'est super chiant. Il y a Hulk qui va débarquer ou King Kong. Et ce qui serait incroyable dans une toute petite voiture, ça serait de condenser tout ça à un seul endroit. Certains constructeurs, comme Citroën dont on avait parlé, avaient créé la Citroën Traction, avec un moteur et une transmission dans le même endroit, c'est-à-dire que tout est à l'avant de la voiture sous le capot et le reste de la voiture c'est de l'habitacle. Tatra aura plus ou moins la même idée, mais cette fois-ci en tout à l'arrière. Si ça commence à vous dire quelque chose avec une certaine Porsche 911, on y arrive. Et Tatra aura cette idée-là avec un moteur à l'arrière et une transmission à l'arrière, c'est-à-dire que globalement vous avez tout à l'arrière de la voiture, dans le coffre, qui n'est plus un coffre du coup, coffre qui est à l'avant et tout le reste de la voiture c'est de la place. Tatra dépose le brevet pour ça, et en 34, Porsche présentera sa Type 12, qui est une copie honteuse de la Tatra V570, alors qu'il a payé absolument aucun brevet. Mais, comme à l'époque, il est très copain avec Charlie Chaplin, et que Charlie Chaplin il fait peur à tout le monde, Tatra ils ont pas moufté, de toute façon ils ont bien compris que ça allait leur arriver sur le coin de la gueule quelques années plus tard, donc ils ont... Pour l'anecdote, puisqu'elle est intéressante, la guerre va éclater, Ferdinand Porsche travaillera sur ce prototype au nez et à la barbe de Tatra, et présentera en 38 la KDF Wagon, qui deviendra par la suite la Coccinelle, c'est-à-dire que c'est une voiture qui date d'avant la guerre. Tatra, dès le début, ils ont capté le bordel, ils sont allés se plaindre, ils sont allés se faire foutre, et pour l'anecdote, il faudra attendre quasiment les années 60 pour que Tatra, enfin, puisse mener à bien un procès qu'ils ont gagné, sur lequel ils ont gagné beaucoup de Deutschmark, même si par rapport au nombre de coccinelles vendues, ils se sont quand même bien fait entuber. Dans les mêmes années, en 37, Porsche travaillera aussi sur la première, et pendant un temps, la seule Porsche diesel, mais aussi le Porsche diesel, qui est un tracteur. Porsche a fait tracteur. On arrive dans le moment un peu moins drôle et un peu plus glissant, entre le moment où Ferdinand Porsche répond à l'appel d'offres pour la KDF Wagon et le moment où Ferdinand Porsche va commencer à fabriquer les tracteurs, il s'avère que Ferdinand Porsche commence à devenir pote avec le petit moustachu. Donc là, on arrive vraiment en 38-39, le ton commence à monter au niveau européen. Va être mis de côté la fabrication de tracteurs, va être mis de côté la fabrication de la KDF Wagon, qui finalement n'aura sa carrière qu'après la Seconde Guerre mondiale. On a tendance à l'oublier, mais c'est une voiture qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale. Et à partir de 38-39, Ferdinand alors se fait naturaliser allemand et Ferdinand va devenir l'un des proches de Charlie Chaplin. Bougez pas, c'est pire après. C'est le moment moins drôle, c'est ce que je vous avais dit juste avant. Ça va sombrer. Déjà, donc, ça devient une personnalité éminente. Il passe ses meilleures vacances avec Charlie Chaplin. Et surtout, Ferdinand Porsche sera nommé responsable du développement de toute la flotte de tanks du petit moustachu, ce qui donnera que tous les gros tanks de la Seconde Guerre mondiale sont plus ou moins liés à Ferdinand Porsche, et certains ont été carrément supervisés par Ferdinand Porsche. Pour l'anecdote, toi, t'as un petit zizi. Oui. Moi, j'ai un petit zizi aussi. Ah ouais. Ferdinand Porsche ira même en 44 à proposer ceci. Ceci, c'est le Maus. Le nom, quand tu parles pas allemand, t'as l'impression que ça veut dire gros, tu sais. En fait, c'est pareil, ça veut dire souris. Sauf que... Bon, Charlie Chaplin, j'ai pas besoin de vous expliquer qu'il avait la tête un petit peu grosse. Le problème, c'est que lui, il dit, tiens, ça serait marrant de faire un tank qui fait plus de 100 tonnes. Et c'est comme ça que Ferdinand Porsche supervisera le concept du Maus, le super tank. Le Maus qui restera une merveille d'ingénierie jamais sortie, puisque le principal problème du Maus, c'est que c'est tellement gros que c'en est complètement con, en fait. C'est indéplaçable, le bordel. Et ce qui est bien, c'est qu'il était dit que le canon dessus était tellement gros qu'il pouvait raser une ville d'un tir. Je pense que c'était de la... Peut-être de la propagande, mais quand tu vois la gueule du canon et la gueule du bordel, il y a peut-être moyen, Bon, je suis désolé, mais Ferdinand Porsche participera activement à la propagande du parti en place. Déjà avec des projets comme le Maus, puisque c'était la fierté nationale en disant, vous avez vu, on a fait un tank super gros, on va baiser tout le monde. Spoiler, ils l'ont jamais fait. Vous avez vu, on va faire une voiture qui fait 750 km/h. Spoiler, ils l'ont jamais fait. Ça, c'est la Mercedes T80. Je vous l'ai dit, il a travaillé pour Mercedes avant et il a retravaillé chez Mercedes après. Tant qu'à faire des grandes lignes droites, autant faire des grandes lignes droites où les gens ils peuvent vraiment rouler vite. D'où le lien avec l'autoroute allemande illimitée, tout est lié. Ils ont créé ce concept-là, la Mercedes T80, qui était animée ni plus ni moins que par un moteur d'avion de 44 litres de cylindrée, 3000 chevaux, et l'idée c'est qu'ils voulaient battre le record de vitesse avec 750 km/h sur autoroute allemande. Je trouve ça formidable. Sur autoroute. Pour l'anecdote, ce véhicule n'a jamais roulé réellement. Ils avaient désigné un pilote qui était censé faire le record. Ils avaient fait des calculs où il était censé pouvoir atteindre un peu plus de 600 km/h. Ils ont rien fait. Ils avaient autre chose à faire en fait, genre gérer une défaite. Et dans le même temps, au début des années 40, Ferdinand Porsche aura un rôle tellement important qu'il sera littéralement nommé coordinateur des efforts de guerre industriels. C'est-à-dire que Ferdinand Porsche a été le pivot central, le référent direct au grand chef de qu'est-ce qui se passe dans les industries et comment qu'on fait pour avancer et faire encore plus de boum-boum et de pam-pam. Là, cette phrase, vous vous dites, oui, d'accord, ok, il était juste en dessous du grand chef et il regardait. La réalité, c'est qu'il a pris un rôle important, notamment dans une marque française. La France a fini par être occupée. Et lorsqu'ils ont occupé la France, ils ont pris pas mal de capacités techniques, notamment des usines. Et dans ces usines-là, il y avait Peugeot. Les Allemands, ils ont pris Citroën, ils ont pris Peugeot, ils ont pris Renault, ils ont pris ce qu'il y avait. Alors, Renault, et on vous en fera un Vultec un jour, quoique. J'allais parler de Louis Renault. Wow,
Oh! Putain, ça glisse. Citroën, ils ont pris. Renault, ils ont suivi le mouvement. Et Ferdinand Porsche se retrouvera carrément à être le tuteur de Peugeot directement. C'est-à-dire que Peugeot devait rendre des comptes à Ferdinand Porsche, qui rendait des comptes directement au grand chef. Jusque-là, tu te dis, bon, pourquoi pas. Alors, pourquoi ils l'ont mis sur le cas Peugeot? Pour deux raisons. La première raison, c'est que Peugeot, contrairement à ses concurrents, possédait une fonderie. Mais quand je vous dis une fonderie, c'était l'une des plus belles fonderies d'Europe. Et à l'époque, ils voulaient faire des missiles V1. Et à l'époque, la mode, c'était pas les voitures, c'était les... Vergeltungswaffe. pour les jeter sur les Anglais, un tout petit peu plus loin. Et qu'est-ce qu'il faut pour faire un missile V1? Une fonderie. Donc autant dire que Ferdinand Porsche, il est allé prendre les usines de Peugeot, il leur a dit la fonderie, elle est à moi et on va faire des missiles. Je vous avance un peu l'histoire. La famille Peugeot n'a jamais voulu collaborer. La famille Peugeot a tenu bon jusqu'au bout, en allant même jusqu'à saboter leurs propres usines. Tu fous le feu à ta maison pour pas qu'il aille chier dans ton entrée, le mec. C'est beau. Putain, c'est beau, c'est la France. Ils sont même allés jusqu'à essayer de faire bombarder leur usine par les Alliés pour ne pas créer des missiles pour les Allemands. Et l'honneur est sauf, Peugeot, pendant toute la guerre, n'aura jamais eu à fabriquer des missiles pour les Allemands. La France. Ferdinand Porsche a été nommé pour la fonderie, mais la deuxième raison dont je vous parlais, c'est que Ferdinand Porsche, et tu tombes bien, l'eau va geler dans ce gobelet dans quelques secondes. Ferdinand Porsche a surtout été appelé, puisque Ferdinand Porsche était un proche du grand chef. Ferdinand Porsche était une tête de con et il avait la poigne un peu ferme. Et il s'est bien rendu compte que la fonderie l'intéressait, mais il s'est bien rendu compte que la famille Peugeot ne voulait pas collaborer. Donc il l'a envoyé un peu en croque-mitaine, c'est-à-dire pour leur faire peur. Sauf qu'ils n'ont pas voulu collaborer et ils ont joué au con un moment. Tellement qu'ils ont essayé 3 ans de fabriquer des missiles dedans, ils sont jamais réussi à en sortir. On est français, monsieur. Faire les cons, on sait faire. Oh putain, la tête de mule, je peux te dire qu'on sait faire. En 3 ans, ils n'ont jamais sorti un missile, sauf que Ferdinand Porsche, à un moment, il en avait ras le fiac. Et donc Ferdinand Porsche a, je suis désolé, mais pour le coup c'est vrai, c'est un peu là, ordonné la déportation de quasiment tous les dirigeants de l'entreprise Peugeot, dont un sera abattu pour servir d'exemple. Ouais, bois un coup, moi je m'en vais. Alors, je suis navré, c'est pas drôle. Donc si vous posiez la question, est-ce que Ferdinand Porsche était un chic type? La réponse est non. Et si vous voulez un fait encore plus dégueulasse, à la fin de la guerre, Ferdinand Porsche échappe à tout procès. Alors ça c'est incroyable. Vous savez, hein, quand la guerre a terminé, on a essayé de chercher tout le monde, mais c'est comme les cafards, ça fait... ça s'est évadé. Ferdinand Porsche ne s'est même pas particulièrement évadé. C'est-à-dire qu'il est resté au UIT, donc il a repris son bureau d'études, il est revenu main dans les poches en disant... Bonjour. J'en étais où, moi? Bureau d'études. Là-bas. Eh ben là-bas. C'est parti. Et le pire, c'est que personne lui a vraiment demandé des comptes. Genre c'est passé... Comme une autre à la poste, comme on dit. Seule conséquence immédiate qu'il va avoir, c'est de se faire virer de Volkswagen, puisque Volkswagen était devenue une entreprise pour fabriquer les KD Wagen, futurement les coccinelles. Mais en dehors de se faire virer de Volkswagen, et Ferdinand Porsche va tenir plusieurs mois comme ça, sans emmerde particulière, jusqu'en décembre 45, où Ferdinand Porsche, il continue à parler à tout le monde, hein. Il y avait des contacts et tout, ça allait très bien, il recevait des coups de téléphone, il recevait des snaps, enfin super quoi. Et Ferdinand Porsche recevra une invitation de Renault. Renault l'invite à venir voir le nouveau prototype de la 4 chevaux en France, à Paris. L'Apple CarPlay étant présent, Bien sûr. ça valait le coup d'y aller. Chouette, hein. Ferdinand Porsche, il prend son gendre et son fils avec lui, Ferry Porsche, j'y arrive juste après. Et puis ils vont en France. En fait, c'était un piège. Ça, pour le coup, c'est bien fait. En France, ils ont rapidement compris qu'en Allemagne, on lui chercherait pas trop des noises. C'est écœurant, mais voilà. Donc, ils ont trouvé ce prétexte de l'inviter pour la présentation de la 4 chevaux en disant Psst, Viens là. passe ta ligne. Hop là, viens. Ah Ferdinand Porsche se fait arrêter en France pour qu'il paye de ses crimes de guerre. Il a été retenu pour 2 chefs d'inculpation. Crime de guerre. Et il y a opportunisme. Et je ne connaissais pas le crime de guerre d'opportunisme. Mais il s'avère que est considéré comme un crime de guerre si tu tires profit du mouvement sans trop t'en opposer. Eh bien, c'est un crime de guerre. Je pensais que c'était juste amoral, mais c'est illégal, vous le saurez. Donc ne le faites pas. Ferdinand Porsche est arrêté et passera 20 mois en prison. Je crois que j'ai pas bien entendu. Vous vous dites, mais dis donc, 20 mois, c'est pas cher payé quand même pour avoir été un gros naze. Effectivement, c'est vraiment pas cher payé. Voilà, la vie n'est pas toujours juste, vous savez. C'est pas ouf, ouais. En attendant, le bureau d'études de Ferdinand Porsche ne se retrouve sans rien. Et donc reprendra les rênes de l'entreprise Ferry Porsche. Alors Ferry, c'était son diminutif. Bon, on va l'appeler Ferry Porsche parce que tout le monde l'appelle Ferry Porsche. Ferry Porsche, comme son père est une tronche, vraiment intelligent Ferry Porsche pour le coup, va reprendre l'entreprise de son père, ce bureau d'études, pour essayer de finaliser les projets en cours qu'avait son père. Et dans les projets en cours, il y a une voiture qu'il faut qu'on vous parle. Cette voiture-là, c'est la Porsche 356. Vous la connaissez peut-être, vous ne la connaissez peut-être pas. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture, elle a des particularités. Elle a un moteur dans le coffre, exactement comme la Volkswagen Coccinelle qu'ils ont fait juste avant. Elle a un 4 cylindres à plat, comme la Coccinelle qu'ils ont fait juste avant. Elle a un châssis de Volkswagen Coccinelle, et elle a en fait les phares et beaucoup d'éléments de la Volkswagen Coccinelle. Ferdinand Porsche, qui dans ses années d'ingénierie commencera à prendre goût à l'automobile, finira par commencer à s'intéresser à la course. Et créera, ceci, la Porsche 356. C'est le premier modèle de Porsche, qui est en fait un gros dérivé d'une Coccinelle. Il est parti d'une base qu'il connaissait déjà, et essayait de l'améliorer pour créer la 356.
La 356 est à considérer comme une grosse coccinelle. C'est un flat 4 un peu plus puissant qu'une coccinelle. Et surtout là où Ferry Porsche ira plus loin que là où voulait son père, c'est que Ferry Porsche en développera une version compétition, la Porsche 550. Et cette 550 gagnera un nombre de courses exceptionnel et ira ruiner tout le game. Terminado, El Gameo. Et c'est comme ça que prendra racine la passion pour Porsche, pour la course. Ferdinand Porsche meurt peu de temps après son incarcération, ce qui fait que Ferdinand Porsche ne verra jamais naître la première Porsche, puisque c'est Ferry Porsche qui sera directeur du projet de la 356. La Porsche 550, qui a ruiné le game en compétition, ne la ruinera pas qu'en Europe, puisque la Porsche 550 la ruinera aux États-Unis. En fait, Ferry Porsche avait déjà compris avec des proches à lui, et on vous expliquera ce passage de l'histoire de l'automobile allemande, où beaucoup de constructeurs allemands et surtout des importateurs ont créé des modèles spécifiques pour les USA. Par exemple, la BMW 507. Elle a une appellation qui a rien à voir avec les autres BM, elle a une gueule qui a rien à voir avec les autres BM. Vous vous demandez peut-être pourquoi? Parce que celle-ci était faite pour les États-Unis. La 300 SL a été faite dans un esprit de conquérir les États-Unis. Et Ferry Porsche, au courant de tout ça et de cette mode d'aller aux États-Unis, puisqu'il y avait un marché énorme à prendre, créera la 356, essaiera de la vendre là-bas à travers le formidable outil de publicité qu'est la 550. C'est pour ça que la 550 aura une super carrière là-bas, à Indianapolis notamment, mais rassurez-vous, elle aura aussi une grande carrière en Europe, notamment à une course, on vous en a jamais parlé de cette course, mais je fais une pause d'1 minute dessus, la Targa Florio. Vous avez peut-être déjà vu passer les Porsche Targa. Vous connaissez ça? Vous avez déjà vu. Targa, ça rime à rien, c'est quoi ce nom? Targa quoi? Targa gueule. Targa, ça veut rien dire. Pourquoi? Targa vient de la course de la Targa Florio, qui est plus ou moins le Tour de Sicile. Je pourrais vous l'expliquer pendant des jours et des jours. Les images valent mieux que 1000 mots. Una melodia. Una bella melodia. La Targa Florio qui pendant un temps a été au championnat du monde, donc tu pouvais faire du circuit, et la Targa Florio, et ça comptait au point, elle avait pour particularité d'être faite sur route ouverte. C'est formidable. Cette époque est une époque révolue qui effectivement évoque un petit peu de nostalgie. Tu pouvais arriver avec des barquettes monoplaces de 500 chevaux sur route ouverte. Il y avait des cafés ouverts sur la route et il y avait des voitures de course qui passaient sur la terrasse du café où tu étais en train de boire ton café. Il y avait Jean-Mario, gamin, qui regardait la Targa Florio dans les années 60. La Targa Florio, il y a du trafic sur la route. Porsche est notamment beaucoup illustré à la Targa Florio, ce qui a donné vraiment un palmarès exceptionnel. Pour l'anecdote, Jackie X, dont on vous avait parlé dans le Vultec 24 heures du Mans, Jackie X qui participera à la Targa Florio plusieurs fois. Délicieusement fou, mais ça vaut la peine d'être fait. Et Porsche était dans les constructeurs les plus reconnus à la Targa Florio et c'est si beau qu'ils aient gardé ce nom Targa. Malgré tout, Porsche va commencer à s'inscrire en course. Ferry Porsche avait d'abord une volonté de faire de la course parce qu'il avait très bien compris l'aspect communication et l'aspect rigolo aussi, et voir la production de véhicules de route comme un moyen de subvenir aux besoins en course. Ferry Porsche donnera donc une énorme impulsion en course, mais la course ça coûte cher et il faut bien le financer. Ils ont un peu de rentrée d'argent avec la vente de la coccinelle puisqu'ils touchent des royalties dessus. Et surtout, vous vous rappelez du tracteur diesel dont je vous ai parlé? Les années 50, incroyable pour vendre des tracteurs, tout le monde veut des tracteurs, c'est incroyable, bah ouais, il faut reconstruire l'Allemagne est détruite. Porsche va connaître un succès vraiment indécent avec ses tracteurs diesel et finira même par avoir la 2e place du marché des tracteurs en Allemagne. Donc c'est drôle parce qu'ils faisaient des voitures de course et des tracteurs exactement comme Lamborghini. Lamborghini qui d'ailleurs sera l'un de leurs principaux concurrents et qui finira d'ailleurs par tuer Porsche sur le marché des tracteurs puisque quelques années plus tard, Porsche finira par abandonner ce secteur parce qu'ils n'avaient pas vraiment envie d'investir dedans et saut long, hein. Allez hop. Où est-ce qu'elle est la 911? On arrive en 63 et je ne vous ai toujours pas parlé de la 911. Ça tombe bien, je vais pas vous en parler. Voici la Porsche 901, qui est une 911. Mais à l'époque, elle s'appelait Porsche 901. En 63, Ferry Porsche décide de fabriquer une remplaçante à la 356, qui est déjà vieillissante, qui est sur une base de coccinelle. Elle a fait des miracles, la coccinelle, mais à un moment, on peut pas non plus lui en demander trop. Ferry Porsche a bien compris qu'il fallait proposer un produit en accord avec les... Ouais, pile poil en accord avec ça. En accord avec leur performance en compétition. Il veut donc proposer un produit plus cossu que la 356, plus performant, plus au point. Et voici donc la Porsche 900. Elle reprend la base de la 356, donc un châssis avec le moteur à l'arrière, en sac à dos comme on dit, puisqu'il est derrière les roues arrière. T'as les roues arrière, t'as le cul et dans le cul. Et c'est une propulsion. La 901 a un châssis bien plus évolué que la 356. La 901 adopte des freins à disque. La 901 apporte des trains roulants évolués. Et la 901 apporte en plus un petit côté premium, un petit côté quasiment luxe, un petit côté
effet main artisanal et tout qui est super chouette. Jusque-là, vous vous dites, c'est très chouette. En plus, ils sont passés du flat 4 au flat 6. Cool, ils ont augmenté le moteur et tout. La 901 va être un succès. Sauf que la 901 ne sortira jamais sous le nom 901. Vous avez peut-être déjà entendu cette anecdote. Mais Porsche finira rapidement par renommer la 901 en 911 à cause de Peugeot. Alors, il y avait un petit passif entre les deux. L'anecdote étant connue que Peugeot a fait un procès à Porsche puisque Peugeot avait déposé les appellations avec un 0 central. Et à l'époque, ils faisaient les 203, 204, 403, 404 avec toujours le 0 au milieu. Porsche fait la 901, 0 central, ça empiète dessus. Mais si vous regardez bien, BMW avec sa 507, c'était déjà déposé en tant que tel et ils ont rien dit Peugeot. Ferrari, ils sortiront les 208, les 308. Et ils ont rien dit Peugeot. Et si Peugeot a fait un procès à Porsche, c'est pas seulement pour l'appellation qui était déposée, puisqu'ils ont laissé d'autres gens le faire, mais c'était surtout pour le passif dont je viens de vous parler. C'était un petit peu la revanche de Peugeot sur Porsche en leur disant: tu as déjà suffisamment exagéré comme ça, laisse-moi le 0 au milieu s'il te plaît, sinon je vais te cartonner la tête. C'était à peu près ce qui a été marqué sur le papier final. Porsche cédera donc très rapidement, alors pour le coup ça c'est bien, au moins Ferry Porsche il a pas insisté, hein, il a fait ok c'est bon j'arrête. Et il le renommera 911, c'est comme ça qu'est née la 911. Pour votre anecdote, il existera aussi la copie Wish de la 911, la 912. On dirait une blague. J'ai une Porsche 912. Non, une 911. Non, la 12. Plus 12, ça sonne nul. C'est à chier, ouais, 912. Ça aurait été moins à chier si ça avait été justifié par un V12. Ouais, là, ça aurait été pas mal. Et là, putain, 912. Un 12 à V12. plat. La 911 sort sur le marché, connaît un joli succès, mais la 911 est surtout très chère. Ils se disent, tiens, c'est marrant, on pourrait peut-être, pour les gens qui veulent juste la ligne de la 911, prendre une 911 et mettre un plus petit moteur, qui est en réalité le moteur de la 356, donc un flat 4 au lieu d'un flat 6, donc à 4 cylindres à plat plutôt qu'un 6 cylindres à plat. La 912, hein, elle fait 90 chevaux. Hein. Ça cartonne, hein? Ça marche, hein? Après, ça relativisé quand tu sais que la 911 faisait 130 chevaux. Et après, elle faisait 150 chevaux. Mais vu que la voiture était légère, 130, ça allait à peu près. Et en plus, t'avais le son du flat 6. Autant le flat 4, déjà, il fait un bruit de moulin à café. Et en plus, il avance pas un clou. Donc... Nous sommes dans les années 60 et à partir de là, Porsche va commencer à se chercher. La 911 marche, certes, les performances en compétition marchent, certes, mais Porsche a du mal à créer un nouveau modèle. Porsche aimerait bien pouvoir proposer d'autres choses, mais avec ses outils de l'époque et ses capacités de production, Porsche a du mal à créer quelque chose de bien. Alors il continue la 911. Ça les empêchera pas d'essayer d'autres trucs, notamment ceci, la Porsche 914, qui du coup a été l'une des premières voitures avec deux marques, puisque la 914 4, avec un 4 cylindres à plat, non, ça va vous dire des trucs peut-être, s'appelait non pas la Porsche 914, mais la Volkswagen Porsche 914. Oui, ils sont restés très potes les deux. Donc c'est très drôle puisque la Volkswagen Porsche 914 aura un logo Volkswagen et un logo Porsche sur la même voiture. Un peu comme la Mercedes McLaren SLR. Il y a eu quelques rares cas comme ça dans l'histoire de l'automobile de voitures qui partageaient deux marques sur la même voiture. La 914 en faisait partie, la 914 4 était plutôt côté Volkswagen avec un moteur 4 cylindres à plat dérivé de la coccinelle et la 914 6 était un moteur plutôt Porsche avec un 6 cylindres à plat dérivé de la 911. La 914 a été l'une des premières tentatives de diversification de la marque puisque le moteur plutôt qu'être en porte-à-faux arrière, j'y arrive, était plutôt en position centrale, ce qui est une position vachement plus correcte. Techniquement, toutes les voitures de sport des années 60 et 70 ont commencé à le prouver, avec la Miura en tête qui avait mis son moteur en centrale. C'est peut-être le moment de vous en parler. Autant mettre un moteur à l'arrière dans une coccinelle, c'est-à-dire une voiture qui va faire une trentaine de chevaux. Une voiture qui est destinée à être pas chère et de toute façon pas rouler bien vite, c'est pas très grave. Autant mettre 130, 150, voire plus de chevaux dans le sac à dos à l'arrière, c'est une connerie. L'architecture en porte-à-faux arrière, avec un moteur vraiment à l'arrière, est une hérésie technique. Je sais pas comment le comparer. Tu prends un sac à dos. Beaucoup trop lourd. Tu sais, les petits écoliers qui ont genre 7 ans, mais ils ont le Hispac, tu sais, le énorme. Bah c'était moi. Bah c'était toi. Moi je marchais un peu comme ça, et surtout, est-ce que toi il s'amusait à faire ça? À taper dedans avec le talon, évidemment. Et surtout, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que toi, quand tu marchais avec, ça allait. Ici, il fallait courir avec. Ah ouais. Bah là, c'était terminé. Quand je courais, je m'en souviens bien que du coup, Bah évidemment. J'avais une inertie, je devais courir comme ça. Exactement. Avec les pieds qui remontent derrière, genre. Bah bien sûr. Ça, là. Il y a une inertie dans le gamin. C'est une super image pour dire et pour prouver scientifiquement, c'est une connerie. 25 kilos dans le dos, t'y arrives. Mais si tu te mets à courir, le premier virage que tu vas négocier, tu vas te faire emporter par ça. Et 911, c'était ça. Le moteur à l'arrière, pour une voiture performante, est une hérésie. À ne pas confondre, encore une fois, avec le moteur central arrière. Comme l'a proposé la 914, c'est pas compliqué. Le central arrière, c'est avant les roues arrière. Le porte-à-faux arrière, c'est après les roues arrière. C'est dans le cul, loin. Dans le cul. Et si vous remarquez bien, toutes les voitures de sport, je sais pas, la F8 Tributo qu'on essayait, le moteur il est en centrale arrière,
il est avant les roues arrière. C'est ça la bonne architecture. Le porte-à-faux arrière, c'est une connerie qui existe toujours. J'y arrive. La 914 qui du coup utilisait le central arrière, puisque quand même chez Porsche ils se sont bien rendus compte qu'il y avait une connerie en termes de technique, donc ils ont essayé de remettre le moteur au centre. Et ben ils y sont pas arrivés. La 914 a été un semi-échec, puisqu'elle ne bénéficiait pas de cette aura qu'avait la 911, malgré son problème technique. Et c'est quand même incroyable quand même l'automobile. La 914-6 sur le papier est une meilleure voiture que la 911. Pourtant, celle qui se vendait, c'était la 911. C'est dingue quand même de pondre un produit qui est tout mieux, et ben ils se vendent quand même pas et les gens ils achètent un truc moins bien. Et ça, Porsche, ils l'ont pas compris pendant très longtemps. On arrive un peu après, à la fin des années 70 et 80, et à la direction de l'époque chez Porsche, ils se rendent bien compte qu'il y a un problème. La 911 est un produit vieillissant, et lorsqu'ils essayent de proposer autre chose, les gens ils vomissent dessus. Porsche va rassembler tous ces Deutschmark et se lancer dans l'aventure des PMA. Porsche est convaincu d'une chose, la 911 ne peut plus exister. Elle est dépassée techniquement. L'idée sera donc de lancer une 911 Killer, une voiture vouée à tuer la 911. Et donc naîtra ceci, la Porsche 928. Porsche 928 qui prend une fiche technique qui a rien à voir avec la 911, l'opposé. Le moteur passe de tout l'arrière à tout l'avant. Le moteur passe d'un 6 cylindres à plat à un V8, comme il se faisait mieux à l'époque, qui était un peu plus à la mode que le flat 6, parce que le flat 6, il n'y avait que Porsche qui faisait ça. Il crée une voiture avec des lignes bien différentes de la 911, et il lance la 928 principalement pour le marché américain. On reprend les mêmes bases et on y va. Dans le même temps, il va essayer de lancer aussi une offensive avec la 924, comme son nom l'indique, 4 pour 4 cylindres. Cette fois-ci en partenariat avec Audi qui était déjà Volkswagen, quand je vous dis qu'ils sont restés liés un moment les deux décidément, et Porsche arrive avec une gamme solide destinée à remplacer la 911, la 924 pour les petits budgets et la 928 pour les gros budgets. La 928 se révélera être un échec cuisant et extrêmement coûteux à Porsche, puisque la 928, malgré le fait qu'elle est pétrie de qualité, Bah non. pareil, la 928 sur le papier est une super caisse, la 928 est performante, la 928 a un super châssis, la 928 a un comportement bien plus facile à appréhender que la 911, beaucoup moins scabreuse, beaucoup moins piégeuse. La 928 ne se vendra jamais vraiment très bien. La 924 se vendra mieux, normal, elle était bien plus accessible pour une Porsche et permettait de profiter du blason Porsche à pas cher. La 924 sera toujours moquée comme étant une fausse Porsche, une Porsche Audi dégueulasse avec un moteur à l'avant, bleh. Sauf que la 924 techniquement était une très très bonne voiture aussi et ne se vendra jamais vraiment. Son évolution, vous l'avez forcément vu passer, la 944, qui est une grosse évolution de la 924 et qui restera toujours connue comme une fausse Porsche, alors que pour le coup c'était 100% une vraie Porsche. Je suis pas compris. La raison a des que ignore. C'est chouette, il y a un vrai châssis Porsche, il y a une vraie image Porsche, il y a une vraie voiture performante. Tous les essais de l'époque sont d'accord pour dire que la 944 est presque plus sympa à conduire qu'une 911 de l'époque, et pourtant le truc qui se vend, bah, c'est la 911. Et autant vous dire que nous, là déjà, même avec le recul on comprend pas, mais autant vous dire qu'à l'époque je pense qu'ils devaient pas comprendre. Elle est mieux, et tu m'achètes la vieille merde, j'ai chié dans l'entrée et tu préfères ça. Sauf que dans le même temps, Porsche, certain du succès de sa gamme de PMA, va aussi se lancer très fort, encore une fois dans la compétition, sous l'impulsion d'un monsieur qui s'appelle Ferdinand Piëch, et si vous vous souvenez bien, on vous a déjà parlé de ce monsieur quelques fois, et on vous en reparlera par la suite. Monsieur Piëch qui prendra à terme la direction du groupe Volkswagen, et qui sera à l'origine des Phaeton, Passat W8. Bentley Continental GT. On n'entend rien, c'est de la merde. Touareg V12, enfin ce genre de petits trucs. Le mec aimait bien les voitures, aimait bien voir un peu grand. Et un mec, on lui a donné un peu d'argent, il a fait la Bugatti Veyron. Un peu d'argent. Oui, enfin un peu d'argent dans le sens des milliards. Oui, voilà, un peu Ça quoi. va. Pour l'anecdote, Ferdinand Piëch, qui n'est autre que le neveu de Ferdinand Porsche, en fait, c'était juste un de ses relatifs. Neveu qui prendra la direction du département Porsche Racing et qui ira gagner les 24 heures du Mans. Alors pas lui-même, hein, et lui il a fabriqué la voiture, il a tout organisé, mais pour le coup, la 917K gagnera les 24 heures du Mans. Et la 917K marquera sa supériorité pour un truc. La voiture fera appel à la technologie du turbo, ça reste nouveau dans les années 70 et ça reste surtout très hasardeux. Et ça donnera lieu à l'ère des 911 turbo, vous avez forcément vu ceci. Porsche turbo, ça fait peur. C'est costaud, hein. À la base, Porsche, pour gagner aux 24 heures du Mans, a développé un moteur turbo qui permettrait d'être plus performant que ses concurrents. Spoiler, ils ont gagné de loin, donc nickel, hein, tout va bien. Ils sont là, les vainqueurs, justement sur cette Porsche numéro 22. 222 km/h de moyenne, 5335 km de parcouru. Tous les records sont battus par Helmut Marko et Gus van Lennep, les nouveaux dieux de la piste sartoise. Et pour soutenir l'effort sur la gamme civile, ils ont implémenté cette technologie du turbo sur la Porsche 911. Je vous le rappelle, qui était donnée pour morte parce que son moteur est à l'arrière, est incontrôlable. Vian y met un énorme turbo avec un énorme turbolag et 260 chevaux, ce qui fait de la 911 turbo première du nom un cercueil.
Voilà, la 911 Turbo marquera donc rapidement l'ère du turbo. Du coup, c'est d'un côté parce qu'ils ont gagné en course, mais surtout parce que la 930 Turbo était un cercueil. Là, j'exagère un peu, mais elle était vraiment reconnue à l'époque comme une voiture dangereuse. Et commence alors une époque fastueuse, en tout cas en course pour Porsche, puisque Porsche va commencer à tout gagner. Alors là, par contre, la 917, elle gagne au Mans. Elle est remplacée par la 956. Bah, surtout que tu peux résumer juste à 19 victoires au Mans en fait. Sans les autres catégories. Ce qui en fait encore aujourd'hui le constructeur le plus titré au Mans. Juste après, ils se disent tiens, c'est marrant, comme les réglementations endurance et F1 commencent à se rapprocher, on pourrait faire des moteurs de F1. Donc Porsche s'est mis à faire des V10 pour la F1. C'est en 83 que Porsche devient motoriste pour l'écurie McLaren en Formule 1. En 84, ils gagnent le titre avec Niki Lauda au volant, point. La deuxième année où ils arrivent, ils gagnent. Bah t'inquiète, hein, la troisième et la quatrième aussi, mais avec Prost. Tu te dis bon, ça va peut-être bien 5 minutes de gagner au Mans, de gagner en Formule 1, les 16 ans pour les autres peut-être. Ils ont gagné en rallye raid aussi avec la 959. Alors du coup, je m'arrête dessus. Les PMA, je vous dis, ça se vendait moyennement, mais ça se vendait quand même suffisamment pour leur donner l'illusion que ça allait bien se passer. En vrai, quand tu gagnes en course, t'as pas de problème d'argent. Hein. Quand tu gagnes, tu trouves toujours le moyen de te rembourser. Hein. Entre les sponsors et les prix que tu gagnes à la fin, tu es toujours dans le positif. Faut juste jamais perdre. Demandez à Ferrari. Hein. Plus de 100 ans qu'ils font de la course, ça passe très bien. Hein. Bon, ils vendent aussi des puros sangués maintenant, mais c'est autre chose. Porsche dans un excès de confiance et en étant certain que ces PMA et les évolutions de ces PMA avec la 944 et la 968 se vendraient, Porsche décide de péter un boulon en voyant une compétition internationale qui leur fait de l'œil, et on vous en a parlé 1000 fois. Le groupe B, ici, sont tous foutus dedans. Ferrari a failli s'y foutre dedans. MG, Ford, Citroën, Peugeot, Lancia, Audi, Toyota, ici, sont tous foutus dedans. Et Porsche, en 83, voit le groupe B, ils se sont fait, dis donc, on a fait de l'endurance, on a gagné. On a fait de la course de côte, on a gagné. On a fait les courses aux États-Unis, on a gagné. On a fait de la Formule 1, on a gagné. Faut qu'on ait gagné en rallye. Viens, on fait une voiture. Et c'est en 83 que Porsche présente un véhicule. Voici la Porsche 959, qu'on peut considérer à plusieurs égards comme la première supercar de son époque. Oui, il y avait eu déjà des tentatives avec la Mura, notamment Ferrari aussi avec la 288 GTO EVC, mais pour le coup, la 959 va marquer un tournant dans l'histoire de Porsche phénoménal, puisque Porsche en 83 se présente avec une voiture de route. Vous l'avez dit dans le Vultec sur le groupe B, pour pouvoir participer au groupe B, il faut homologuer un véhicule dérivé de la série. Peugeot a fait la 205 T16, c'était une 205 fortement modifiée de 200 chevaux, un truc modeste. Audi avait fait la Quattro, très bonne voiture mais un peu modeste. Lancia avait fait la 037. Qu'à cela ne tienne, Porsche proposera ce qu'on peut considérer comme la première supercar de l'histoire avec la 959. C'est la même qu'ils voulaient mettre au groupe B pour la route. Mais la même. Alors je vous explique, ils vont prendre le meilleur des technologies de l'époque et péter le game. Lorsqu'elle sort en 85, la 959 est équipée non pas d'une suralimentation, c'est-à-dire pas d'un turbo, mais de 2 turbos. Ça vous paraît peut-être banal comme ça. En 85, une suralimentation biturbo fiable qui marche, c'est révolutionnaire. Et son flat 6 2,9 litres à l'arrière va se retrouver à 450 chevaux pour moins de 3 litres. Ça cause, hein? Ouais, ça commence à taper 450 chevaux. Autant vous dire que même aujourd'hui, 450 chevaux, c'est énorme. Pour l'époque, c'est fulgurant. Fulgurant à tel point que la 959 deviendra la voiture la plus rapide du monde, avec 317 km/h de pointe. Je vous le replace ici aussi. Tu te dis, prendre 300 km/h, ça va, il y a plein de voitures qui le font. À l'époque, rien n'allait si vite, si ce n'est les voitures de course. La 959 proposait, une transmission intégrale. Alors encore une fois, ça vous paraît peut-être banal, aujourd'hui n'importe quoi une transmission intégrale, mais à l'époque, proposer une transmission intégrale permanente sur une voiture de 450 chevaux, c'est révolutionnaire. Même Audi, qui a fait toute sa renommée sur le Quattro, n'avait jamais proposé en série des voitures 4 roues motrices si puissantes. Il y avait qu'en groupe B qui faisait ça, et encore c'était des voitures de compétition. Porsche proposera, en 85 quand elle sort, une suspension adaptative variable en hauteur, électroniquement gérée. Chez Citroën, évidemment qu'il le faisait, la variation de hauteur, mais c'était hydraulique, c'était mécanique le bordel. La Porsche 959, lorsqu'elle sort, a à l'intérieur plus de capacité de calcul électronique que la plupart des ordinateurs qui sortaient à l'époque. Genre 85! Merde! On n'avait pas inventé le CD, il n'y avait pas Internet! Et ils t'ont mis dans la 959 un ordinateur plus gros que les ordinateurs qu'on trouvait sur le marché. Et cet ordinateur permettait de piloter la suspension qui variait aussi bien en termes de hauteur qu'en termes de dureté. Ce qui fait que la 959 avait peut-être la meilleure tenue de route du monde. Pardon, hein? Alors cette telle débauche de moyens ne se fera pas sans dégâts. La 959 était clairement vendue à perte, puisque Porsche perdait de l'argent. Mais ils s'en foutaient, ils voulaient juste homologuer la voiture en groupe B pour aller faire du groupe B. Et ils voulaient juste dire, au fait, on pèse.
De surcroît, 959 a été un échec commercial. Alors c'est incroyable à dire, mais la voiture était extrêmement au point, extrêmement réussie, et on peut considérer que c'était la première voiture du monde si rapide à proposer tant de confort. Un peu comme a fait la Bugatti Veyron en son temps. À l'époque, si tu voulais aller vite, c'était une Mura, c'était un truc qui te hurle aux oreilles, où t'es mal assis, où t'as pas la clim, où t'as pas la radio, où t'as pas de confort. La 959 permettait de prendre 300 avec la radio, le siège chauffant et le confort. Et le pire, c'est que ça a été la principale critique qu'on lui a faite à l'époque. Tout le monde a dit Ouais, mais c'est nul! À quoi ça sert de faire une voiture si rapide si on sent pas que c'est rapide? Eh bien maintenant on comprend. la vie est injuste quand même. Il te chie un truc incroyable et tout le monde râle en disant que c'est nul. Et derrière, tout le monde se pignole sur la RS3 parce que justement elle permet de faire ça. La vie est une pute. 959 qui arrive en 85-86 et ça tombe bien, 86 le groupe B s'arrête. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment fait toute la voiture, vendu à perte, fait le développement, investi des milliards dedans pour que la voiture ne soit pas éligible à la compétition qu'elle devait faire. Waouh, ah la gueule des gens chez Porsche, ça devait être terrible. Alors rassurez-vous, la 959 du coup a eu une carrière autrement, notamment en rallye raid. Ils pouvaient plus faire de groupe B, ils iront faire un truc à peu près équivalent comme l'ont fait les autres Peugeot et Citroën, c'est-à-dire ils iront faire du rallye raid. La 959 gagnera en rallye raid. Sauf que si vous faites bien les calculs, dans tout ce que je viens de vous dire, on dirait que Porsche vit un peu au-dessus de ses moyens. C'est pas une impression, c'est vrai. À la fin des années 80, Porsche vit clairement au-dessus de ses moyens, ils font de la compétition de partout, même s'ils gagnent pas. Ils développent des voitures, des folles, des Microsoft, le truc. Et surtout aligner des PMA qui ne marcheront pas. Ils essaieront une dernière fois avec la Porsche 968, qui a 4 cylindres, et qui subira le dernier coup de grâce face à une voiture que vous connaissez forcément, la BMW M3. 321 chevaux contre 240. 30% moins cher. Elle a pas eu de chance, la 968, elle s'est fait faucher les chevilles. C'était une super voiture, juste il y avait la M3 en face. Fin. Porsche se retrouve dans une sacrée merde et dans la situation contre laquelle ils se sont battus quasiment toute leur vie. Ne pas tomber sous l'hégémonie de la 911, raté au début des années 90. Il n'y a plus que la 911 à la gamme, puisque c'est la seule qui se vend encore. Et à chaque fois qu'ils essayent de faire autre chose, les gens ils râlent. La 911 va quand même essayer d'évoluer, mais la 911 est devenue un produit vraiment de luxe. Ce qui fait que Porsche, je vous le dis, 93 sont dans la merde. On est dans la merde. En 93, ils nomment un nouveau dirigeant qui va mettre au point une stratégie, mais stratégie qui n'adviendra pas avant la fin des années 90. Alors comment Porsche a survécu toutes ces années-là? Dans la vente de la 911, dans la vente un peu de la coccinelle, et surtout Porsche vivotait avec son bureau d'études. On en a parlé tout à l'heure, mais ils ont toujours continué à faire des bureaux d'études. La Mercedes 500e ou la E500 selon les années, qui a le moteur que j'ai dans ma W140. Cette voiture, qui est tant connue aujourd'hui, la Mercedes des méchants de taxi, est en fait une voiture mise au point par Porsche. Et oui, quand je vous l'ai dit au début de l'épisode, il y a 6 heures, parce que ça va faire 6 heures que ça tourne. Environ, ouais. Mercedes qui ne savait pas faire à l'époque du sport. Comment ils font pour faire du sport? Parce que les gens ils veulent du sport. Et ils appelaient Porsche. Et Porsche a été chargé de faire du sport pour le compte de Mercedes. Et c'est comme ça qu'on a vu apparaître par exemple la 500e. La Audi RS2. Quand je vous disais aussi qu'ils étaient encore liés à Volkswagen et Audi, la Audi RS2 est une voiture fortement fabriquée par Porsche, puisque le moteur est intégralement développé par Porsche. Donc le moteur c'est marqué Audi, mais en fait c'est marqué Audi by Porsche. Porsche arrivait à survivre avec leur bureau d'études un petit peu comme ça, et il faudra attendre la fin des années 90 pour voir apparaître la stratégie, le coup de chapeau. El Chapito. Le directeur de l'époque, visionnaire, qui restera d'ailleurs à la direction pendant plus de 10 ans, trouvera enfin de quoi faire marcher Porsche avec une stratégie en 3 axes. Première stratégie, la modernisation. Là, à la fin des années 90, la 911 est une voiture vieillissante. La voiture est encore refroidie par air, la voiture a encore son moteur à l'arrière, la voiture est vieillotte. C'est ça qu'ils disaient qu'elle se vendait, à un moment, next. C'est ainsi qu'on verra naître la 996, voiture maudite, qui recevra le refroidissement liquide, c'est-à-dire qu'il y a du liquide de refroidissement dedans. Vous vous dites, mais on s'en branle. Liquide de refroidissement, tu peux sortir plus de chevaux et plus de fiabilité. Le refroidissement liquide, ça implique de bien réduire le niveau sonore. Si tu compares une 993 avec une 996, les deux sons, c'est pas la même, hein. Ça c'est dur, hein. Mais il fallait bien ça pour passer dans l'ère des années 2000. Et surtout, ce qui a fait l'horreur de la Porsche 996, la Porsche 911 du début des années 2000, c'est ses phares à l'avant. Toutes les Porsche 911 ont eu des phares en rond. Et celle-ci, elle a des phares devant, on dirait des œufs au plat, quoi. Fallait essayer. C'était les années où on tentait des bails. Ouais, et en fait, il y avait une raison, les œufs au plat. Ces phares proviennent du Boxster. Le Boxster, qui est deuxième aile de ce développement, il fallait aussi diversifier par le bas. Rendre la marque accessible avec un produit d'accès, un produit qui fait rêver,
arriver et ce produit sera le Boxster. Voici le Porsche Boxster 986. Porsche avait essayé les incursions dans les modèles entrée de gamme avec la 914 dont je vous ai parlé, la 924, la 944, mais ces voitures n'étaient pas vraiment très porchesques. Autant là, avec le Boxster, enfin Porsche tient à la recette de la Porsche d'entrée de gamme qui marche. La gueule, puisque mettez la 996 et la 986, c'est le même avant, c'est normal, ça a été fait exprès. C'était pour que le Boxster ressemble à la 911 et donc pour donner au Boxster du cachet. Ce qui a fait hurler tout le monde, mais ce qui a fait vendre malgré tout. Les gens ont beau hurler que ça vendra quand même. Hein. Le Boxster qui ne sera jamais vraiment considéré comme une vraie Porsche, alors que pour le coup, on peut vous le dire, hein, le Boxster 986 est une vraie bonne voiture et elle le marquera par d'autres choses. C'est la première fois qu'on retrouve dans une Porsche, même d'entrée de gamme, un flat 6. La réponse, elle était simple. Qu'est-ce qui marche dans la 911? Le flat 6. Et bah tu mets une voiture d'entrée de gamme avec un flat 6. Tes souhaits. Mais je sais que ça fait peur, mais en fait c'était simple la réponse. Le Boxster, contrairement à toutes ses ancêtres, reprendra juste un flat 6. Moteur incroyable, hein. Alors, contrairement à 911, ils ont quand même ce petit tic. Comment dire? Tu sais, le mec un peu chiant, tu déplaces un peu le truc et il va toujours le remettre à sa petite place parce qu'il a un peu des tocs. Ça c'est moi ça. Il y a un pote vraiment récemment qui est passé chez moi, on a fait exprès, j'ai fermé les yeux. Dans mon salon, il a bougé plein d'objets, je les ai tous trouvés. Mais genre, il y a des pots de fleurs qu'il a bougé de 3 cm. T'as un problème. Oui. Et je partage la chaîne avec ça. Oh putain, oui. Je vais te virer. Oui, mais du coup, la compta, elle est pareille. Ça c'est merveilleux. Ah, la compta, elle est droite, elle est allemande, elle est impeccable. Bah Porsche c'est pareil. Le moteur il est à l'arrière et Porsche ça les embête. Tous les gens ils veulent ça là. Et dès qu'ils regardent pas et qu'ils sortent un modèle, ils font centre à l'arrière. Hop là. Hein? quel est le problème? Et oui, le Boxster corrigera la faute entre guillemets de la 911 avec un moteur centre à l'arrière, mais un flat 6, une vraie gueule de Porsche, c'est normal en même temps la gueule de la 996, on peut pas faire mieux. Un habitacle de 996, c'est le même habitacle, voilà. Et dans l'histoire de Porsche, le Boxster sera la première vraie entrée de gamme vraiment porchesque qui plaît vraiment et qui se vend par pelle. Hein. Le Boxster c'est un succès monstrueux. Et en parlant de succès, il y a encore plus succès que ça. La 996, c'est un succès. Les gens ont beau râler tant qu'ils veulent, ça se vend très bien, et surtout la 996 commence à remonter des bretelles aux Ferrari, Lamborghini et consorts en rentrant vraiment dans la catégorie supercar. La stratégie, c'est bon. Le Boxster, modèle d'entrée de gamme, gueule de 911, vrai moteur de 911, châssis exceptionnel et, quoi qu'on en dise, une vraie Porsche. Accessibilité, ça se vend bien, rangé. Mais il manque un troisième truc, il manque un produit de masse. Comment tu fais pour faire un produit de masse quand t'es Porsche? Le Boxster, ok, ça se vend, mais ça se vend pas en masse, ça reste un produit de niche. Un petit cabriolet, quand t'as besoin d'une voiture de tous les jours, t'achètes pas un Boxster, t'achètes un Cayenne. Et oui, le troisième axe de ce développement, c'est un produit de masse pour acquérir une nouvelle clientèle. C'était le principal problème de Porsche. Les Porschistes étaient des Porschistes et restaient chez Porsche, et personne n'entrait dans la famille Porsche, personne n'en sortait. Enfin si, il y a plus de gens qui en sortaient qu'en rentraient. Et pour le coup, la bonne idée viendra de ceci, le Porsche Cayenne. Je suis obligé de faire un tout petit arrêt dessus, même s'il y a peut-être un essai qui arrive. La mode dans les années 90, c'est les SUV de luxe. À l'époque, les 4x4, c'était vraiment des franchisseurs, des trucs de chasseurs hein, pour aller dans la forêt. BMW et Mercedes s'emboîteront le pas avec les SUV de luxe. Tu as la gueule d'un SUV, tu as un peu le franchissement d'un SUV, mais surtout tu as des capacités routières et du luxe. Tu peux être bien enfin dans un SUV, ce qui n'existait pas à l'époque. Et Porsche va créer avec le Cayenne le premier SUV performant. L'idée avec le Cayenne et notamment sa variante turbo. Passé un temps, la voiture la plus puissante de la gamme, c'était le Cayenne. Un 4x4, alors oui, ça a fait hurler. Porsche s'abaisse à faire un énorme 4x4 dégoulinant. Mais pour le coup, les chiffres lui donneront raison. Aux États-Unis, le Porsche Cayenne devient un banger absolu, à tel point qu'il en devient un banger absolu en Europe aussi. Et pour l'anecdote, toutes versions confondues, on a passé le million de ventes du Cayenne. Ce qui en fait quand même un sacré succès. Et enfin, avec le Cayenne, Porsche trouva la recette où beaucoup ont échoué, de trouver un véhicule polyvalent, fun, avec un beau blason, utilisable tous les jours. Quand à l'époque certains ne faisaient que des grands breaks qui ne s'adressaient qu'à une petite niche parce que ça s'adresse pas à tout le monde, Porsche arriva à proposer un modèle familial capable de faire du off-road, capable de faire de l'autoroute et capable de fumer une 911 au décollage avec 450 chevaux sous le pied droit et toute la famille et les valises dans le coffre. Le tour de force. Puisque dans les années 2000, tout le monde a hurlé. C'est inadmissible que le Boxster ait la gueule de la 911, que la 911 passe au liquide et que Porsche fasse des 4x4. Mon Dieu, quelle honte! Il y a que Ferrari qui a résisté jusqu'au bout et maintenant même eux ils l'ont fait. Sauf qu'en attendant, les chiffres de Porsche n'ont jamais été aussi bons et Porsche est passé d'un constructeur quasiment faillite au début des années 90 au constructeur le plus rentable du monde.
C'est pas une blague, hein. Il y a 10 ans d'écart entre les deux phrases que je viens de dire et pourtant elles sont vraies. En 10 ans, Porsche est passé du tout bas au tout haut. Et les gens au bout ils râlaient, ça s'est vendu par pelle. Et en fait, ceux qui râlaient, c'était les Porsches pur jus. Sauf que les Porsches pur jus, ils sont bien gentils, mais avec eux, on va pas avancer bien loin. Allégorie de Twitter en 2023. Sauf que Porsche, au milieu des années 2000, commence à se sentir pousser des ailes. Alors, le Cayenne y en était juste avant. Porsche continuera à travailler étroitement en collaboration avec Volkswagen. Et par exemple, le Cayenne prend la base du Volkswagen Touareg. On peut dire que le Touareg prend la base du Cayenne, mais bon, voilà. Ils ont été conjointement faits, à la nuance que le Cayenne était fait en Allemagne. C'était un made in Germany, contrairement au Touareg qui n'était pas assemblé en Allemagne. Et Porsche commence à voir arriver deux choses. Un, énormément de cash. Ça, un max. Porsche se sont un peu poussé des ailes, justement parce qu'ils ont beau faire n'importe quoi, notamment avec sa stratégie d'option, les gens achètent. Ils ont beau faire n'importe quoi en modèle, les gens achètent, y compris un Cayenne diesel. Mon Dieu, il y a une conférence de presse où ils ont juré, et je m'en souviens encore, et je l'ai encore là, hein. Ah, ça t'a marqué, Je ça. l'ai là, hein. Ils ont juré qu'ils ne feraient jamais de diesel. 5 ans plus tard, ils sortent le Cayenne diesel. C'est honteux. Ça fait 5 ans qu'ils ont arrêté. Bah tu m'étonnes après le Dieselgate. Bon, bah non, mais oui, bon, d'accord. Hein, on vous a vu, hein? Porsche se sent un peu pousser des ailes et surtout Porsche voit ce qui se passe en face. Ferdinand Piëch pète un boulon. Et il commence à lancer Volkswagen, qui va très très bien aussi, hein. Ça rend du cash chez Volkswagen, hein. Il lance la course à l'achat de tout. Volkswagen va racheter Seat, Skoda, Audi, Ducati, des marques de camions, Bentley, Bugatti. Volkswagen va commencer à racheter absolument tout ce qui passe. Il rachète tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le groupe Volkswagen a connu un essor énorme au début des années 2000. C'est sous l'impulsion de ce monsieur Ferdinand Piëch qui rachetait à tour de bras tout ce qu'il pouvait racheter. C'est pour ça par exemple que dans la Continental GT on trouve un W12 qui est une architecture en moteur VR, qui est une architecture purement Volkswagen. La Bugatti Veyron qui est un W16, c'est une architecture Volkswagen. Porsche voit ça de loin et voit un Volkswagen qui est en train de s'endetter très très fortement pour acheter absolument tout ce qui se passe. Grand bien leur face. Sauf que Porsche n'a plus beaucoup de dettes à ce moment-là et Porsche voit un cash affluer phénoménal. Je vais vous simplifier ce qui s'est passé juste après parce qu'il y a une série d'OPA qui est incompréhensible. T'as beau expliquer comme tu veux, c'est incompréhensible. Donc je vous le fais très simple. Fin 2000, Porsche possède déjà une partie de Volkswagen. Plus ou moins directement, mais Volkswagen s'endette beaucoup. Je vous le résume, mais Volkswagen devient moins cher. Et Porsche, qui alors à ce moment-là est valorisé de fou, parce qu'ils sont dans une hype phénoménale, parce que quoi qu'ils touchent, ça se vend de fou. Même la Carrera GT. On n'en a pas parlé, on n'aura pas le temps. On essaiera peut-être un jour. J'espère, si quelqu'un nous en prête une, n'hésitez pas. Tout ce qu'ils font, ça marche de fou. Et Porsche regarde ça de loin et se dit, dis donc, peut-être le moment de racheter Volkswagen. Non, on a déjà des parts dedans. Il y a différentes lois qui les empêchent de le faire directement et il y a différentes lois qui peuvent plus ou moins les baiser. Mais Porsche, doucement mais sûrement, ils mangent, ils font. Et ils achètent doucement des parts. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'à arriver globalement à 30%, qui est un seuil un petit peu critique à cette époque. Et surtout, Porsche va se retrouver dans la tourmente par rapport à une chose. 2008, crise des subprimes. Porsche se prend une claque, genre à moins 40% dans la gueule. L'année 2008, avec la crise des subprimes, se fait super peur, puisque Porsche, à l'époque, vend quoi? Des Porsche 911 overcher, des Porsche Cayenne overcher. Et dans l'automobile, ce qui trinque en premier, c'est les voitures de sport, les voitures de luxe, les voitures dispensables. Tout le monde ayant peur, tout le monde se rétracte, et tout le monde reporte sa commande de Porsche 911 à 2009-2010 ou au moins quand ça ira mieux, ce qui fait que l'année 2008 pour Porsche est très violente. Sauf que je vous rappelle que les dernières années, Porsche s'est pas mal endetté pour racheter ces parts-là et Porsche se retrouve dans la grosse merde. Dans le même temps, Volkswagen se retrouve dans une super situation de cette crise puisque Volkswagen, de par son aspect groupe, arrive à bien se stabiliser et à ne pas trop subir la crise, c'est-à-dire que leur chiffre est presque en montée alors que le chiffre de Porsche se pète la gueule. Ce qui fait que on se retrouve dans l'exacte situation inverse où elle a commencé, Volkswagen se retrouve très très fort et Porsche se retrouve très très petit. Sauf qu'en plus de ça, Porsche se retrouve très 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 endetté. Genre vraiment. Toute la stratégie résidait dans le c'est pas grave si on est endetté puisqu'après on aura un groupe énorme pour rembourser nos dettes et du coup on sera bien. Sauf qu'en réalité ils n'y arriveront jamais. Alors que Porsche devait racheter Volkswagen, c'est finalement Volkswagen qui profitera de ce coup et fera une contre-attaque merveilleuse. Vraiment c'est l'escrime quoi. Et finira par racheter Porsche. Porsche qui intégrera du coup le groupe Volkswagen. Porsche rejoindra le groupe Volkswagen au même titre que Audi, Seat, Skoda, Bugatti, Bentley. Si vous aviez de la peine pour Porsche et sa quasi-faillite, je vous rassure, Porsche va très bien. Porsche est toujours rentable comme jamais. Le cash afflue par centaines de milliers de Dodge marques. Fait intéressant, Porsche dans le groupe Volkswagen n'a pas tout à fait la même position que les autres marques, genre Seat, Skoda, Lamborghini, Bentley. Porsche a vraiment sa division à part. Porsche gère eux-mêmes, et c'était d'ailleurs dans le deal quand ils se sont fait racheter par Volkswagen. Ils
ils acceptaient de se faire racheter à la condition qu'ils puissent garder leur indépendance. C'est pour ça qu'on voit souvent des modèles qu'on ne verra pas ailleurs. Par exemple, Volkswagen aurait pu cannibaliser la 911 de 1001 façons pour l'intégrer partout, comme ils l'ont fait par exemple entre la Gallardo et après la Huracan et la Audi R8. La Audi R8 n'est qu'une cannibalisation de la Lamborghini Gallardo. Le Formentor VZ5 que j'avais, 5 cylindres en ligne Audi, qu'on retrouve chez Seat, enfin chez Cupra. Volkswagen adore faire des ponts comme ça et essayer de profiter de partout. Porsche a malgré tout une situation différente et Porsche n'est pas cannibalisé. Ils ont un peu un petit privilège, voilà. Il est hors de question de cannibaliser la 911. La 911 restera un pur produit Porsche. Donc Porsche est dans le groupe Volkswagen, mais quand même considéré un truc plus ou moins indépendant. Quoi vous dire d'autre? Aujourd'hui, en 2023, qu'est-ce qu'il y a dans la gamme Porsche? Bah il y a la 911, il y a la nouvelle qui est sortie. Par contre, à la différence d'avant, ils essayent plus de se battre pour plus faire des 911. Maintenant, ils sont très contents d'avoir un 911 et ils poussent à mort. Puis la dernière, elle est bien, la GT3 RS là. Porsche, ou l'art de l'évolution dans la subtilité, la 911 qui a la même gueule depuis 50 ans, mais on s'en lasse pas. Cette année, c'est les 60 ans de la 911, finalement. On est pile à point. La 911 existe toujours, le Cayenne il existe sacrément toujours, il y a même des versions turbo hybride SE++ 75.5 qui font 700 moins, ça va bien. Ça va bien. La Panamera, aujourd'hui Porsche, c'est surtout une offensive sur l'électrique. Porsche a compris que leur destin passerait dans l'électrique et donc ils s'investissent vraiment en électrique. Et d'ailleurs, c'est peut-être les seuls modèles qui se font cannibaliser avec la e-tron GT qui est plus ou moins un Taycan. Mais le Taycan, justement, premier modèle full électrique de Porsche, qui est pas mal quand même pour un premier modèle Porsche. T'as du luxe, t'as des perfs, c'est quand même chouette. Bon, ça se fait fumer par une S-Plaid, mais et l'intérieur est autrement mieux fait. Le châssis est sympa aussi, puis t'as une autre gueule, quoi. C'est autre chose. Et quoi d'autre? Porsche, dernièrement, c'était aussi la 918 Spider, que vous avez vu il y a quelques années, qui va avoir d'ailleurs quasiment 10 ans. Puisque Porsche n'a jamais vraiment abandonné l'idée de faire des hypercars, puisqu'ils avaient fait la 959, ils ont fait la Carrera GT et la 918, peut-être qu'une nouvelle apparaîtra dans les années à venir, sait-on jamais. Et puis surtout, Porsche à l'avenir, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une marque toujours aussi rentable, ça va être des voitures toujours aussi chères, ça il faut s'y attendre, et surtout ça va être des voitures qui vont lorgner de plus en plus du côté électrique, puisqu'ils ont présenté dernièrement leur Mission E. Mission E qui préfigure des futurs modèles Porsche, et qui va surtout, pour l'instant on estime, préfigurer des futurs Boxster et Cayman. Ça tombe bien puisqu'ils sont en train de faire le Cayman GT4 RS, c'est-à-dire le dernier avant de changer, donc il est possible que la prochaine offensive électrique de Porsche soit un Cayman électrique, qui me fait un peu chier. C'est l'avenir. Et puis Porsche, c'est aussi cette année les 24 heures du Mans, puisqu'ils continuent de s'engager aux 24 heures du Mans, puisque les dernières années ils ont gagné. Voilà, Porsche va bien. Si vous posiez la question, Bah merci, c'est sympa. t'as d'autres choses à dire? Non, écoute, ça fait déjà 8h37 que ça tourne. Ouais, mais en même temps, il y a tellement à dire. On espère que vous avez apprécié cet épisode sur la belle marque qu'est Porsche. Quoi vous dire? Vous abonner à la chaîne, c'est très important. Merci de vous abonner à notre Instagram, @vbrequin. Posez votre commentaire, votre pouce bleu. Suivez la chaîne pour les futurs projets, c'est très chouette. Qu'est-ce qu'on a à dire d'autre? Posez votre pêche si le cœur vous en dit, parce qu'à un moment, ça fait 40 minutes que vous êtes sur les chiottes, donc il va peut-être falloir à un moment y sortir. Faut évacuer là. Ouais, c'est fatigue tout le monde là. Je vais par là-bas moi. Bah Allez, hein. ouais, puis Au revoir. bonne journée, bonne soirée, bonne santé, bon anniversaire. Ciao. Villebrecu, ouais, Villebrecu, chiasse. Pourquoi il y a que dans les intros qu'on dit des gros mots? J'aime bien cette blague parce qu'on va la faire à chaque fois maintenant. Con, pute, con, sale pute, con.